de faire. Attends chérie, j'ai pas fini mon chapitre. Vous connaissez pas les webtoons? Bah voilà, c'est bien la preuve que vous avez besoin de nous. Un personnage que j'avais créé quand j'étais ado, Lequel? il s'appelait Dard des villages. Ça faisait complètement... Alors quant à moi, c'est très simple, j'ai été mordu par un comic book radioactif quand j'étais petit. Visionaries. People who are reinventing tomorrow. Bonjour et bienvenue dans Visionaires, le média qui met en avant ceux qui réinventent demain. J'ai le plaisir d'accueillir Edmond et Stéphane. Bonjour. Salut. Quelle synchronisation parfaite. On adore. Messieurs, je vous invite d'abord à vous présenter. Edmond, je te laisse commencer. Eh bien bonjour, je m'appelle Edmond Touriol. J'ai 52 ans dans 2 jours. Très bien. D'ailleurs, j'ai un truc à raconter à ce sujet, mais j'y viendrai plus tard. Il y a 25 ans, quasiment, on a lancé le studio MACMA avec Stéphane. Et pourquoi je parle de MACMA quand je me présente? Parce qu'en fait, c'est la moitié de ma vie, et puis c'est beaucoup de ma vie. Je ne sais pas combien de temps j'ai pour me présenter, mais en tout cas, ce que je peux raconter, c'est que j'ai toujours aimé la culture populaire. J'ai appris à lire dans les bandes dessinées, notamment les bandes dessinées de super-héros. Et quand j'étais petit, quand les instituteurs, les maîtresses, tout ça, nous demandaient qu'est-ce que vous voulez faire plus tard comme métier, depuis que aussi vieux que je puisse me souvenir, eh bien, j'ai toujours dit que je voulais être auteur de bande dessinée. Donc, yes, mission accomplie. Plus qu'accompli. Stéphane, est-ce que tu peux te présenter? Ah bah oui. Oui. Allez. Non, je prends bien. Alors, tiens, je vais essayer un truc un peu original. Moi, quand j'étais petit, j'avais un grand-père qui possédait un cinéma, même 2. Et donc, j'ai grandi, un peu comme Cinéma Paradiso. J'ai passé tous mes étés au cinéma. Mais en parallèle de ça, je lisais énormément de bandes dessinées, de comics, de BD franco-belges comme Tintin ou Gaston Lagaffe, et un peu plus tard de manga. Et je crois que ce mélange de choses et mon plaisir de créer des histoires, moi aussi, m'a poussé à un moment donné à lever la main et à me dire est-ce que je pourrais m'autoriser à en faire mon métier. Puis du coup, j'ai essayé en même temps qu'Edmond, en l'occurrence, puisqu'on a créé MACMA ensemble. Et puis, en unissant nos forces, on a réussi à être auteurs l'un et l'autre de nos propres histoires, et puis d'une histoire commune, celle de MACMA en l'occurrence, et puis qui s'agrandit parce qu'il y a plein d'autres univers autour maintenant. Donc en fait, il y a notre imaginaire qui vit sa vie indépendamment, et puis il y a notre imaginaire qui prend forme en commun. Voilà. Alors moi, j'ai d'autres cordes à mon arc. J'adore l'innovation de manière générale. Oui. J'ai dirigé pendant pas mal d'années une association qui s'appelle Transtake, dont et qui m'a prouvé qu'on pouvait associer l'imaginaire et la réalité, parce qu'en fait, typiquement, un inventeur, c'est vraiment quelqu'un qui peut sembler un peu farfelu et rigolo, comme dans Gaston Lagaffe, mais qui en fait donne des vrais objets dans la vraie réalité. Oui. Et en fait, je crois que tout ce qui me motive, si je devais faire un résumé, moi, c'est la création. À une époque, on avait créé un terme avec Edmond, et je pense que c'est un terme qui me définit bien. Ouais. C'est celui d'imagineur. Et c'est quoi un imagineur? En fait, c'est comme un créateur, c'est comme un inventeur, c'est quelqu'un qui imagine des trucs et qui leur donne forme dans la réalité. Donc, je pense que notre métier, c'est ça. C'est imaginaire. Et donc, du coup, ça résume à quoi? T'es auteur de BD, t'es inventeur, t'es entrepreneur. C'est un peu tout ça mélangé, quoi. Voilà. On l'avait même mis d'ailleurs sur nos cartes de visite, nos toutes premières cartes de visite. Stéphane et moi, au lieu de marquer, je sais pas, fondateur, directeur général ou je sais pas quoi, on avait mis imagineur. On était tous les deux imagineurs. C'était pas mal. On passait plus de temps à expliquer ce que ça voulait dire que ce qu'on faisait. On a bien vu que ça marchait pas tout de suite. C'est un bon icebreaker, le fait de devoir expliquer ce qu'est un imagineur. Et d'ailleurs, je l'ai repris. Ouais. Je vais la montrer à l'écran. Et là, justement, je ne suis pas CEO ou tout ce que vous voulez, je suis Chief Imagination Officer maintenant. J'adore. Donc comme ça, les gens ils vont se demander ce que c'est. Je leur dis, je vais t'expliquer. Voilà. Très fort, très fort, très fort. Et cette permission, justement, elle vous a conduit aujourd'hui à être, si j'ai bien compris, les leaders de la création de BD, de webtoons, de mangas, même maintenant de jeux vidéo en Europe. Alors, peut-être pas de jeux vidéo en Europe, on n'est pas leader. Jeux vidéo, non. Alors, il faudra définir ce qu'on entend par leader de quoi. Ce qu'on pourrait... Posez-nous le décor. Tu parlais du bâtiment tout à l'heure. Je fais souvent le parallèle entre MACMA et le bâtiment en disant que MACMA, c'est l'entreprise générale du bâtiment, mais de la bande dessinée. C'est très simple à comprendre. Merci pour nos Et même plus largement que ça maintenant. Donc on regroupe plus de 300 artistes-auteurs, qu'on est capable de coordonner en temps réel sur plein de projets. Donc on est capable de réaliser des projets de bande dessinée franco-belge comme des collections sur l'histoire de France, comme on est capable de traduire des centaines et d'adapter des centaines de webtoons par semaine, comme les Coréens nous le demandent en ce moment, par exemple, pour les projets de webtoons en France.
Et c'est que des échantillons. Il y a plein d'autres choses. Et on est capable maintenant de réaliser sur commande des jeux vidéo. On a déjà réalisé un jeu vidéo en réalité augmentée, un autre pour l'APEC récemment, qui est un serious game. On aura peut-être l'occasion d'en reparler. Mais enfin, voilà. Entreprise générale du bâtiment de la BD. Pour en revenir sur la question du leader, alors oui, je considère que nous sommes les meneurs du marché, au moins en tout cas sur le secteur bande dessinée. Traditionnellement, la bande dessinée en France, c'est un secteur qui est, on va dire, un peu artisanal malgré tout, même s'il y a eu de grands studios qui ont été créés. Hergé, il bossait en studio, etc. Mais aujourd'hui, on peut considérer qu'il y a une très grosse structure qui fait tout, bande dessinée, jeux vidéo, etc. C'est pas nous, c'est Ankama, qui est aussi éditeur. Mais en l'occurrence, si on parle des gens qui sont pas éditeurs, qui font que produire du contenu, en l'occurrence, ou adapter du contenu étranger pour le marché français ou allemand ou américain, eh bien, c'est nous. C'est nous qui sommes le plus gros studio de création et adaptation de bande dessinée, non seulement en France, mais aussi en Europe. Alors en Europe, non, il y a peut-être un studio en Italie aussi qui est très fort, mais bon, bref, en tout cas en France, c'est sûr qu'on en tout cas, on est dans voilà, on se tire la bourre avec d'autres studios qui sont plus ou moins gros, et en tout cas, on est clairement sur le podium à chaque fois en termes de volume d'activité. Et comme l'a dit Stéphane, on coordonne 300 freelance, c'est énorme. Plus une dizaine de salariés. On a quand même beaucoup de gens qui travaillent sur différents projets de création ou d'adaptation, puisqu'on adapte des comics américains, des mangas japonais, des webtoons coréens, tout ça pour le marché français, allemand, américain, etc. Donc on peut considérer que dès qu'on va en librairie acheter un nouveau comics, une nouvelle BD, vous avez potentiellement contribué au fait que ce soit traduit en français. C'est quasiment sûr. Là, récemment d'ailleurs, mon beau-frère m'a offert une BD parce qu'il savait que j'aimais les comics. Bon, il se trouve que c'est nous qui avons fait la traduction de la BD. Alors ça tombe bien, je l'avais pas dans ma collecte, mais ça m'a fait marrer. En fait, quand tu vas acheter un comic book américain dans ta librairie, tu as quasiment une chance sur deux qu'il soit passé entre nos mains, soit pour la traduction, soit pour le lettrage, soit pour les deux. Donc voilà, les visages vous sont dévoilés et ils ont potentiellement contribué à créer des histoires dans votre vécu. Je vais reposer la question sous un autre angle, mais si vous deviez nommer, messieurs, un moment dans votre jeunesse, dans votre enfance, qui a été déclencheur de vouloir être acteur de cette industrie-là aujourd'hui, lequel serait-il ? Si on avait des moments, des anecdotes personnelles qui ont planté la graine ou ont gratouillé l'ego pour vous donner envie de monter... je ne vais pas dire cet empire, mais d'arriver encore, on y vient. à ce niveau de maturité sur votre marché. L'élément déclencheur. Oui. Alors, j'ai grandi dans les cinémas, mais... L'élément déclencheur qui m'a mené à la décision d'essayer, en tout cas, oui. C'est rigolo parce que c'est presque un désenclencheur, je trouve. Ah. J'ai fini mon service militaire, oui. J'ai trouvé un boulot, oui. J'ai eu mon premier CDI, Aïe. Et je me suis... Tu vois, donc le mec normal. Te connaissant déjà le mec CDI, normal, j'ai eu mes diplômes, j'ai fait mon service, j'ai trouvé mon boulot et je me suis dit ok, maintenant qu'est-ce que je veux vraiment faire de ma vie ? C'est terrible. Et pas être en CDI. Et en fait, je voulais pas un métier en CDI. Enfin, j'ai vite compris qu'en fait, j'étais pas à ma place. Alors en même temps, on pourrait, là, c'est une autre histoire qui a duré quand même très très longtemps, parce qu'on peut quand même trouver sa place en tant que salarié dans une entreprise. Il y a plein de choses à y faire. Mais je me suis toujours dit ok. Mes rêves d'enfant, c'était quoi ? Et mes rêves d'enfant, c'était de faire de la BD, quoi, tout simplement. C'est tout. Alors, il y avait d'autres rêves d'enfant. Il y en avait un autre, j'ai parlé de cinéma tout à l'heure, c'est de bosser dans le cinéma d'une manière ou d'une autre. Bon, on touche du doigt, on va y arriver un jour. Oui, je pense, oui. Alors, quant à moi, c'est très simple, j'ai été mordu par un comic book radioactif quand j'étais petit. Donc, comme Spider-Man, exactement. En fait, c'est exactement ça. Quand j'étais petit, il y avait un dessin animé qui passait à la télé qui s'appelait L'Araignée. Parce qu'à l'époque, on ne disait pas Spider-Man, on disait l'araignée. Je vais même vous le chanter, c'était l'araignée, l'araignée. est un être bien singulier. J'avais pas prévu qu'on chante, mais c'est encore mieux. Attraper les brigands. Bref, je regardais l'araignée à la télé et je voulais lire ses aventures. Et donc, j'étais gosse et je savais pas encore lire. Et chaque fois que ma mère, qui était mère au foyer, elle nous trimballait, mon frère et moi, quand elle allait faire les courses, chez l'épicier, pas chez le marchand de journaux, mais on passait devant le marchand de journaux, on voyait l'araignée là sur le magazine Strange. Je dis, maman, achète tout ça. Elle était sympa, elle nous l'achetait. Et donc on lisait. Et puis le truc, c'est que je dis on lisait, mais c'est pas vrai, on lisait pas. Je savais pas lire. Moi, j'avais 3 ans. Et le truc, c'est que qu'est-ce qu'elle a fait, ma mère ? Elle dit non, mais je vais pas te lire ces histoires de mecs en slip là qui se tapent dessus toute la journée. Je vais t'apprendre à lire, mon petit gars. Et donc, elle m'a appris à lire. Et ce qui fait qu'à 3 ans, je savais lire et je lisais des comics.
Incroyable. Et donc j'ai lu des comics, alors peut-être pas à 3 ans, allez, à 3 ans et demi, quoi. C'est déjà. Je lisais c'est des déjà comics, mémorable. mais en fait, c'est pas compliqué d'apprendre à lire quand c'est ta mère qui t'apprend. Parce que d'une part, t'as pas le choix, et puis toi, les gamins, ils ont envie d'apprendre. Donc en fait, ils ont envie, tu leur donnes. Voilà. Bref, j'ai appris à lire dans les comics, et ça a été l'élément fondateur de toute ma culture. Tout ce que je savais venait de ce que j'avais lu, soit dans les comics, soit dans les pages rédactionnelles avec les comics, etc., etc. Et donc j'ai vraiment. J'ai grandi à New York. Moi, j'ai grandi à New York entre les gratte-ciels. Trop bien. Alors que si ça se trouve, t'as grandi au fin fond de la campagne, mais ça, l'histoire ne le dira pas. J'ai grandi à Bordeaux, en fait. À Bordeaux, très bien. On est, Ça me fait penser à un personnage que j'avais créé quand j'étais ado. Lequel? Il s'appelait Dard des villages. Ça fait complètement écho à ce que vous dites. J'ai encore les images en tête. Je crois que je les ai vues et les photos il y a pas longtemps. Il était très bien. Il était très original. Ouais, il avait n'en du doute pas. bide. Il avait un costume rouge, évidemment. Enfin bref, peu importe. C'est une autre C'est histoire. très drôle. C'est très drôle, c'est très drôle. Ce que j'aime avec nos invités, c'est qu'ils incarnent la permission d'allier ambition et rêve d'enfant. Parce que quand vous réussissez à bâtir une galaxie d'entreprises à partir de vos rêves de gosse et d'atteindre ce niveau d'autorité sur votre marché, c'est chouette. Donc, donnez du crédit à vos rêves d'enfant, surtout essayez, échouez. Il y a un moment où ça va payer. Messieurs, on arrive sur les questions plus précises. Nous sommes dans Visionaires, donc j'invite des visionnaires. Quelle est la vision de votre industrie dans les 15-20 prochaines années ? Comment vous pensez que ça va évoluer ce secteur ? Parce qu'il est en train d'évoluer et il me semble que vous amenez votre petite contribution en termes d'innovation. Donc comment vous voyez les choses ? Ça va secouer. Accrochons-nous. Vas-y, je pense que décollage. t'as besoin de t'exprimer. Ça va secouer très très sévèrement parce que l'intelligence artificielle est là pour tout remettre en question. J'ai connu quand j'étais petit l'époque où tout le monde avait vu le clip de Thriller de Michael Jackson et Bien il sûr. fallait l'avoir vu, et si on l'avait pas vu, il fallait trouver quelqu'un qui avait un magnétoscope, qui l'avait enregistré et après on se le repassait en boucle et tout le monde l'avait vu. C'était impossible de pas l'avoir vu, de la même manière que tout le monde avait vu la demi-finale France RFA de 1982 et ainsi de suite. Les éléments fondateurs, tout le monde les voyait. Et bon, là je parle d'éléments très très fondateurs, mais bref, il y avait 3 chaînes de télé. Il n'y avait pas grand chose, donc en fait tout le monde voyait les mêmes chaînes, lisait les mêmes magazines, avait les mêmes informations. La culture faisait un bloc. Ensuite il y a eu une espèce d'archipélisation de la culture avec l'arrivée d'internet, où chacun pouvait regarder son petit bout de YouTube, son petit bout de culture, son petit blog, son machin, etc. Il y avait énormément de créateurs de contenu de niche et de consommateurs de niche. Ce qui fait que chacun avait ses petites... il y a eu énormément de petits groupes, de petites tribus. Aujourd'hui, on assiste à l'avènement du film individuel. On va demander à l'IA, tiens, mets-moi ce personnage dans cette tenue, à cet endroit, avec ce personnage-là, et voilà ce qu'ils vont faire. Et la première manière de monétiser ça, évidemment, vous en doutez, ça va être de faire du cul. Et moi, j'ai hâte d'y être. Je suis sûr qu'on va voir des films de cul incroyables. Il y en a déjà, je crois. Il y en a probablement déjà, mais bon, comme je dépense pas mon fric là-dedans, je Il y a ne énormément sais pas encore. de pubs sur les réseaux pour justement créer des agents IA qui font des contenus de Absolument, charme. mais j'y pense. Faut Pour vraiment que j'y protéger aille. les travailleuses du sexe, justement. Donc, surtout c'est pas le pour sujet leur aujourd'hui, voler mais- leur travail et faire des économies sur leur dos, en réalité. Mais... si on pouvait les former à elles-mêmes faire leurs avatars, je pense que ça les mettrait en sécurité. Et donc, je crois que l'avenir, c'est ça. L'avenir, c'est du contenu sur mesure pour chacun. Donc, ça ne veut pas dire qu'il y aura que ça. Il y aura toujours des gens qui voudront lire le dernier grand roman de machin, ou la grande histoire, ou un truc partagé. Bien sûr que ça existera toujours. Mais ça fera partie d'une offre plus généraliste. Et donc, nous, on doit réfléchir à comment nous, on s'insère dans ce business-là. Qu'est-ce qu'on veut faire ? Et je pense que je vais laisser la parole à Stéphane. Mais nous, justement, nous, on se positionne comme des créateurs d'univers. Oui. Et finalement, quand tu crées un univers, ça veut dire que ton univers, il peut héberger à la fois des grandes histoires partagées, mais pourquoi pas des petites histoires sur mesure pour toi, dans le respect de la charte qu'on aura conçue pour aller avec cet univers-là. Oui. Et je dirais que dans les 10 prochaines années, parce que c'est très dur de voir au-delà, honnêtement, mais je pense que dans les 10 prochaines années, voilà vers quoi on se dirige. Moi, j'ai envie de commencer par un truc fondamental par rapport à la création. Je mets pas du tout. Enfin, tout ce qu'a dit Edmond est parfaitement vrai. Ça va bouleverser, ça bouleverse déjà. Il va se passer plein de trucs. Mais fondamentalement, il va se passer quoi ? Parce que créer du contenu. Dans le mot créer du contenu, il y a créer. Il y a créer des histoires. Il y a créer des histoires et des univers qui vont embarquer les gens qui vont les lire. Parce que si tu crées des histoires, toi tout seul pour toi, avec ton IA de truc, t'as intérêt à embarquer du monde derrière. Donc, qu'est-ce qui va différencier les créateurs entre eux ? Les outils, on aura tous les mêmes. Oui. Mais les outils, on a déjà tous les mêmes.
Dire, les crayons sont à la disposition de tout le monde. Ça va être... Les ordinateurs pour écrire des scénarios sont à la disposition de tout le monde. Ouais. Moi, je défie tout le monde, je vous défie, faites-le. Vous êtes créateur, vous voulez créer des univers, mais utilisez votre cerveau, parce qu'en fait, ce qui va différencier des créateurs des autres, de ceux qui vont marcher et qui vont intéresser le monde, c'est ceux qui sauront parler au monde. Oui. Et pour savoir parler au monde, il faut faire un effort de création. Et je peux vous dire un truc, c'est que l'effort de création qu'on pratique quand même régulièrement, il n'est pas neutre. C'est pas genre, je balance une idée comme ça, c'est même nous qui travaillons avec l'IA, on se rend bien compte des limites de l'outil. On se rend compte de l'intérêt de l'outil, de l'intérêt de l'idéation, de voir comment aussi ça peut nous perturber. Dire ça va au-delà de la discussion avec un interlocuteur, mais ça peut aller chercher des informations. Mais la partie création, l'IA, pour l'instant, elle n'a pas de bras, elle n'a pas de jambes, elle n'est pas née du ventre de sa mère. Et ça va la différencier à 200% de ce que moi j'ai vécu. Oui. C'est tout. Et je pense que fondamentalement, je suis capable de raconter des univers et des histoires beaucoup mieux que l'IA, rien que pour ça. Donc je suis pas inquiet par rapport à l'univers des créateurs. Par contre, pour notre univers de manière générale, le service, traduction, lettrage, colorisation, donc de prestations très pratiques qui peuvent, sur certains aspects, s'automatiser. Et là, je parle plus uniquement de création, je parle aussi d'artisanat, justement. Oui, tout à fait. Eh ben, c'est évident qu'on va rencontrer des mécaniques qu'on peut comparer à la robotisation de l'automobile il y a plus d'une centaine d'années maintenant, ou une centaine d'années. Quand on passe de quelques artisans pour fabriquer une bagnole à une chaîne de production avec des robots pour remplacer certains mécanismes humains, le parallèle, il est évident avec l'IA, c'est exactement ce qu'on vit. Et Edmond m'a passé la parole à ce sujet parce que justement, nous, notre approche, c'est simple, on a un enjeu. C'est soit on laisse l'IA, on laisse les autres, on laisse ceux qui ne connaissent pas nos métiers, parce qu'il y en a déjà, inventer des solutions pour nous, à notre place, en nous disant, les gars, j'ai un outil pour vous, c'est faire comme ça. On en a déjà eu, on leur a déjà dit, non, ça va. Mec, ton robot, il va pas mettre la portière comme il faut sur la bagnole, là, ça convient pas. Nous, on sait comment il faut la mettre, la portière. Et donc, en fait, notre choix, ça a été de demander de l'aide au pouvoir public, et d'aller voir des banques, enfin bref, d'aller chercher de l'argent, quoi. Donc, on a emprunté et on investit dans la création d'outils IA qui répondent à nos besoins, à la transformation de nos métiers, pour continuer à être productif, à être rentable, à être en concurrence, parce qu'il ne faut pas oublier que nos concurrents, c'est pas uniquement les autres artisans français. Nous, nos concurrents, ils sont en Asie, ils sont aux États-Unis, enfin, ils sont pas que sur notre territoire. Donc, mais même, il n'y a pas que les grands noms, en fait. Justement, nos plus gros concurrents, c'est des gens qui n'ont pas encore de nom, qui sont en train de se monter, qui vont sortir de nulle part, les petits génies, et qui ne vont pas forcément avoir les mêmes règles que nous. Parce que nous, on est en France, on est en Europe, on a pas mal de la ressource de bâtons dans les roues ou autre chose. Enfin bref, faut avoir envie. Entreprendre en France, c'est un défi quotidien. C'est encore un autre débat, mais je partage cette réflexion. Alors qu'entreprendre, je sais pas moi, au Vietnam ou en Thaïlande, c'est pas la même chose. Et ils vont en trouver des francophones pour aller bosser là-bas. Donc, après, faut pas oublier un truc, c'est pas parce que tu sais faire le métier que tu sais vendre le métier et que tu sais le faire exactement dans les conditions dans lesquelles ton client veut que tu le fasses. Donc ça pose. Enfin, on a une histoire, on a des méthodes, on a un crédit, une expérience. Un crédit. Pour l'instant, en tout cas, évidemment, le monde va nous rattraper si on prend pas le train. Oui, donc le train. Donc on est en train de s'embarquer dedans. Ça va prendre un certain temps parce que il faut réunir des il faut en fait on est en train de construire une locomotive. Voilà. Parce que alors, on va pas juste monter dans le train des autres. Nous, on va être dans le on va voir si on peut choper des bouts de moteur à droite à gauche quand même. Peut-être qu'on pourra pas tout faire. Mais bon. Et il y a un deuxième aspect sur lequel on bosse. C'est celui qui répond aux questions que tu vas nous poser après. Parce qu'on innove et on est en train de développer en ce moment une plateforme qui s'appelle Bocast, dont l'objectif justement est de permettre au plus grand nombre, surtout à nos clients B2B, de diffuser leurs œuvres, leurs créations ou celles qu'ils nous commanderaient, qu'elles soient sous forme de bande dessinée, de webtoon, de dessins animés, de jeux vidéo, d'avoir une plateforme universelle, une espèce de Spotify mêlé de Netflix, mais destinée à une IP en particulier. Alors une IP, c'est une œuvre en tant que telle, une œuvre c'est protégé par la propriété intellectuelle property, tu vois. Donc ça s'appelle comme ça, ça s'appelle IP. J'explique je suis très mauvais en anglais, mais j'explique parce que sera traduit en anglais. Il faudrait mettre le sous-titrage. On dit IP pour dire Star Wars. Tu vois, Star Wars, c'est une IP. Avatar, c'est une IP aussi. Les Schtroumpfs, c'est une IP. Voilà. C'était qu'une franchise, absolument. Mais bon, j'utilise. T'as une affinité particulière avec les personnages bleus dans les exemples que tu cites. Ou alors peut-être que les personnages les plus illustres sont bleus. Qu'est-ce que tu veux? Écoute, c'est l'ADA de Visioners, donc c'est parfait.
C'est pour ça. Ouais, voilà l'écho que je peux faire à ce que disait Edmond et qui est la réponse à ta question. Donc le métier change, le processus créatif dans la partie artisanale va être soutenu par la technologie et donc ça pourra impacter certains métiers qui vont être invités à se réinventer. Et vous êtes déjà sur les sujets de création accélérée au bénéfice d'une création accélérée, tout simplement. Mais quand on parle de ça en tant qu'entrepreneur. Bien sûr. Ça c'est un truc qui est marrant. En fait, je crois que ni l'un ni l'autre, on avait décidé à un moment donné, tiens, je vais être entrepreneur, je vais créer mon entreprise parce que je veux être... C'est le moyen. D'ailleurs, c'est toujours un mot que j'ai rejeté en disant, bah non, je suis pas entrepreneur. Alors moi, maintenant, je l'accepte, le mot entrepreneur. Ça a beaucoup changé. Maintenant, j'ai compris. Depuis 2-3 ans, je me considère comme un entrepreneur. Mais c'est vrai qu'au départ, quand on a créé Macma, c'était pas pour être entrepreneur. On a créé Macma parce que c'était le meilleur moyen de devenir auteur de BD. C'est tout. On s'est dit comment on pourrait faire. Ça fait, avant d'être professionnel, on a été amateur. On a fait des fanzines. Et en fait, amateur, c'est super marrant. Tu te fends la gueule, tu vas sur les festivals, tu photocopies tes BD, tu les vends pour 3 francs 6 sous, c'est pas grave. L'important, c'est de passer des bons moments et de se marrer avec ton équipe. Mais au bout d'un moment, quand tu rentres chez toi le week-end après le dimanche soir après un festival, tu dis bon, bah voilà, j'ai encore passé mon week-end à sillonner les routes de France. J'ai vendu 50 BD à 5 francs. À l'époque, on était en France. Si tout va bien. On n'a rien gagné. On n'a même pas payé l'essence. Et moi, je suis toujours salarié au SMIC. Est-ce que j'ai envie de faire ça toute ma vie ? Bah non, bien sûr. Et c'est quand on était suffisamment jeune pour se dire, ok, on y va, on crée une société pour convertir finalement cette passion et cette petite expérience en entreprise. Et à ce moment-là, on est devenu entrepreneur, mais moi, il m'a fallu peut-être une 20aine d'années pour que ça arrive jusqu'à mon cerveau. Pour l'intégrer. Mais si je parle de ça, c'est pour bien faire D'abord, parce que le message est hyper important. Pour tous les artistes. On n'a pas démarré en se disant, tiens, je fais un business plan et je veux être entrepreneur. On a démarré en se disant, on veut faire ça de notre vie. Oui, on veut être acteur de notre vie. J'ai une vision. Et du coup, qu'est-ce qu'on met en œuvre pour donner vie à notre objectif, quoi. Point. Alors, ça s'appelle entreprendre, effectivement. Tu entreprends des choses, quoi. C'est ça, t'es actif, en fait. Hein. Tu sors de ton canapé, puis tu fais des trucs qui te plaisent. Tout à fait. Nouvelle permission pour nos auditeurs. Donc, tous ceux qui sont artistes et qui veulent gagner leur vie avec et qui ne trouvent pas de travail qui leur permette de porter cette vision. Voici le chemin le plus court, mais le plus exigeant. Ça impose. Alors, il y a deux petites choses. Ça impose quand même deux choses. Là, enfin, ça impose deux choses. Non, j'ai deux trucs que je voudrais dire. Il y en a un qui fait la continuité directe de ce que tu viens d'évoquer. Ça veut dire que tu es capable et que tu as envie de faire des compromis avec tes choix. Bien sûr. Parce que être auteur de ces BD qui ne t'apportent pas d'argent et dont tu peux pas vivre, c'est une chose. Mais il y a des gens qui décident de le rester comme ça toute leur vie. C'est leur choix. C'est leur choix. Et je le comprends. T'es artiste. Il y a des moments où je me dis, mais en fait, je suis pas pleinement artiste. Je suis pas vraiment un auteur. Je suis un mec qui fait, qui est entrepreneur, explorateur, je sais pas comment on peut appeler ça, un mec qui a envie de voir des trucs, quoi. Ouais, ça, imaginaire, c'est bien. J'aime bien le mot explorateur. Faudrait rajouter le bidule dessus, mais bon. Et ça c'est donc l'aspect. Ayons conscience quand même que même si on essaye d'entreprendre, ça implique des choses à apprendre qui n'étaient pas dans le code initial, qui n'étaient pas prévues. Donc on n'a pas forcément envie de le faire. Et la deuxième chose, pour rebondir sur le côté IA, innovation, création, n'oublions pas qu'Edmond et moi, on est aussi auteurs de BD. Edmond a écrit plusieurs BD en tant que scénariste. Z United, par exemple. Yes. Pour ma part, Amour Sucré ou Urban Rivals qu'on a là. Il y en a plein d'autres. Et les vrais moments de création, t'as une BD à toi en dessous, là, un truc sur le foot. C'est pas très grave. Les seuls moments qui me plaisent vraiment quand j'écris des histoires, c'est quand je me mets tout seul face à ma machine à écrire qui fait tac, 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 et j'écris des trucs qui sortent directement de mon cerveau. Ça m'éclate. Peut-être que ce que j'écris me rapportera jamais rien, mais quand je peux me réserver une petite demi-heure, une heure, écrire des choses qui me passent par la tête, je suis heureux. Et je pense que être auteur, être écrivain, être scénariste, c'est ça. Tout à fait. Merci pour ce partage. Ça m'amène à la question suivante. S'il y a un accomplissement et un seul dont vous êtes hyper fier, à quoi ça vous ramène ? Un ouvrage que vous avez sorti, une œuvre créative, une collaboration, un moment d'émotion, je sais pas, vous avez offert votre première BD à votre chère et tendre mère. Qu'est-ce que c'est que ce moment pour l'un et pour l'autre ? Alors moi j'en ai plein qui sont plus ou moins à égalité. Alors je vais en dire un parce que lui finalement il cristallise, je dirais, l'acharnement et la capacité de créer et de saisir des opportunités. Tout à l'heure on parlait de ce que c'était qu'entreprendre. Entreprendre, c'est être capable de se préparer pour convertir ce que les gens croient être de la chance en opportunité
d'affaires. Les gens qui disent « Ah, t'as eu de la chance ?» Non, j'ai eu de la chance, mon cul, ouais. Je me suis préparé toute ma vie. Non, le talent, c'est pareil. J'ai pas de talent, moi. J'ai du travail. J'ai putain de travailler toute ma vie. Et donc, non, mais c'est vrai, je trouve ça... Les gens qui me disent « Oh putain, t'as eu de la chance », je dis mais va te faire foutre. Ouais. Toi, si t'as pas eu de chance, c'est parce que t'es un branleur. Bon, donc, jamais dit ça, je dois pas en avoir. Les gens qui me disent que j'ai de la chance, je peux te dire, bah écoute, prends ma vie et tu vas voir ce que c'est. Genre, je suis très content de ma vie, attention. Ce que je veux dire, c'est que c'est beaucoup de travail. Oui. Et la chance, c'est la préparation qui te permet de saisir l'opportunité quand elle passe. Des opportunités, t'en as 3 par jour, 4 par jour. Tu peux pas toutes les attraper. Si t'es prêt, tu l'attrapes. Donc moi, comme je le disais tout à l'heure, j'ai appris à lire dans les comics. J'ai une culture comics encyclopédique. Quand je dis comics, c'est plus, bien sûr, Marvel, DC, super-héros, etc. Les univers américains. Culture pop américaine, séries de télé, dessins animés, etc. À fond. Je raconte pas comment je suis devenu traducteur, parce qu'on n'a pas le temps. Néanmoins, une fois que je suis devenu traducteur de comics, j'ai identifié quand même pas mal de séries que j'aimais bien et pour lesquelles je savais que personne n'irait demander à faire la traduction. Moi, j'étais fan d'un scénariste que personne connaissait, qui s'appelle toujours Robert Kirkman, qui à l'époque faisait des séries comme Battle Pope, et puis une petite série qui démarrait que les gens ne connaissaient pas, qui s'appelait Invincible, qui a eu plus de succès. Aujourd'hui, elle existe en dessin animé, pas terrible d'ailleurs, sur Amazon. Mais le comic book est incroyable. Et il lance une autre série que personne connaissait, personne n'y croyait trop, parce que c'était une série en noir et blanc, une série donc de comic book en noir et blanc. C'est une série de zombies, donc le zombie était passé de mode. Et donc cette série, c'est Walking Dead. Et moi, je vois le truc, je me dis, oh putain, c'est hyper bien ce truc, cette série. Tout de suite, je dis à l'éditeur avec lequel je travaillais à l'époque, donc les éditions Semic, dirigées en ce temps-là par Thierry Mornay, le rédac-chef de Semic, qui est devenu ensuite le patron du label comics des éditions Delcourt. Et donc, je dis à Thierry, écoute, je ne sais pas si tu as prévu de faire cette série, mais si jamais tu l'as fait, ça me ferait vraiment plaisir d'en être le traducteur, parce que je suis super fan de cet auteur, de cet univers, etc. La série Walking Dead. Walking Dead. Et il me dit, ouais, t'inquiète, pas de souci. Et tout le monde s'en fout. Il faut savoir que Walking Dead, quand le premier tome sort, quand le premier épisode sort aux États-Unis, c'est 1500 ventes. Il y a 1500 personnes qui ont acheté le premier épisode. C'est hyper confidentiel. Alors moi, je l'ai acheté et j'ai peu de temps après, parce que je crois que dès l'année 2004, la série sort quasiment jour pour jour en même temps que ma fille. Ma fille Talia, née en même temps que Walking Dead. Et donc, pendant que je lis le premier épisode et que ma femme accouche, je sais déjà que je vais aller demander à Thierry Mornay de faire... Attends chérie, j'ai pas fini mon chapitre. Et donc, bref, j'ai demandé. J'avais la légitimité pour le demander. J'ai eu l'idée de le demander. Je suis allé le demander. On m'a dit, écoute, si jamais on prend la série, si jamais on achète les droits, c'est toi qui l'as traduit. Super, merci. La série sort chez Semic, un échec total, 0 vente, bon, on n'en parle plus. Okay. Et 3 ans plus tard, ou 4 ans plus tard, Thierry Mornay est passé chez Delcourt et il me contacte, il me dit, tiens, je voudrais redonner une chance à Walking Dead, est-ce que tu veux, est-ce que ça te branche de reprendre la traduction et de faire la suite? Bah ouais, bien sûr que ça me branche. Et après, ça a été un carton incroyable, avant même que la série télé arrive. Et donc j'ai eu l'honneur de traduire l'intégralité de la série Walking Dead, donc plus d'une centaine d'épisodes, je sais même plus combien il y a de tomes, il y en a genre 35, un truc comme ça. Je les ai tous traduits de A à Z. Je lisais les épisodes avant même qu'ils sortent aux États-Unis, parce que je les avais en PDF, parce qu'on devait traduire en flux tendu tellement le succès était important. Et justement, pour revenir sur l'intelligence artificielle, aucune IA ne serait capable de traduire les dialogues de Negan que j'ai donné à ce personnage. Je pense que je lui ai donné une voix en VF que aucun robot ne serait capable de retranscrire. Et si un robot est capable de faire ça, bah respect. Mais honnêtement, je pense qu'il n'y a qu'un être humain, et pas n'importe quel être humain, qui est capable de faire parler ce genre de personnage. Voilà, donc je suis très très fier de ce putain de job. Walking Dead. Yeah. Deuxième anecdote. C'était quoi la deuxième? De quoi es-tu? Quel est ton accomplissement? J'ai eu la chance que j'ai eu le temps de l'écouter et du coup de réfléchir à ce que je pourrais bien raconter en disant une anecdote qui en concentre tellement. Alors j'ai une anecdote mais qui commence par une longue histoire. Alors de manière synthétique s'il te plaît. Je connais mes passionnés. Je vais faire simple.
ça faisait un petit moment qu'on bossait ensemble, mais j'étais encore beaucoup occupé par mon activité salariée, dont j'ai parlé tout à l'heure, et qui me prenait quand même à peu près mon temps salarié, quoi. Et donc le reste du temps, c'était le temps que je pouvais occuper pour développer mon activité avec Macma, et donc une activité d'auteur assez limitée malgré tout. Et à un moment donné, il y a un ensemble tu sais, à un moment donné dans la vie, il y a des moments où ça se cristallise un peu. Des fermetures de cycle. Et mon fils allait avoir 2 ans. J'avais décidé de prendre un congé parental pour pouvoir diminuer mon temps de travail en tant que salarié, mais avec l'espoir de libérer du temps, justement, sans me dire, tiens, moi je vais avoir un bébé à la maison, il va dormir, c'est bon, je vais pouvoir bosser. Premier élément de la cristallisation, j'allais m'arrêter bientôt. Ça tournait autour de fin mars. D'ailleurs, si mes souvenirs sont bons, il y a plein de choses qui sont déclenchées le jour de mon anniversaire ou pas loin, le 19 mars. Pensez-y quand ça va se produire. Et en même temps, ou dans la même période, donc je dis à Edmond, ok, c'est bon, je vais appuyer sur la pédale, je vais avoir plus de temps. On a une proposition de la part d'une boîte qui s'appelle B-Move, de faire leur adaptation en manga d'un jeu qui s'appelle Amour sucré. Et Edmond me dit, attends, il y a quelque temps, t'avais commencé à travailler sur un manga qui s'est arrêté pour d'autres raisons, qui s'appelait Last Séduction, qui va reprendre vie prochainement. Est-ce que tu veux pas être scénariste du truc ? On a fait une proposition et on l'a signé peut-être le jour même où j'étais en congé parental. Je veux dire, le jour même, je signais ça. Et dans le même laps de temps, Urban Comics nous contacte, mais dans les mêmes laps de temps, genre à quelques jours près, quoi. Urban Comics nous contacte pour nous dire, on a besoin de lettreurs. Est-ce que vous pouvez faire un test pour nous ? Tout de suite, moi je dis, ok, j'arrive, je monte à Paris, je négocie avec eux, on fait un test, le test marche, et donc tout de suite, il y a tout qui s'est mis en place pour que j'ai pas le choix. J'ai pas le choix, il faut que je sois auteur de BD et que donc je développe mon activité de lettrage, que je développe mon activité de scénariste et que on continue à développer l'entreprise Macma. Alors je suis pas parti de Macma, enfin je me suis pas retrouvé chez Macma à 100% tout de suite. Mais quand même, ça y a grandement participé. Et là, pour la petite anecdote, je n'aurais pas pu faire ça si je n'avais pas une chance folle. C'est que le jour même où j'ai fait ma journée avec mon fils, qui en fait ne m'a pas permis de travailler de la journée. À la fin de la journée, ma femme rentre et je lui dis « Ce sera impossible, tout ce que je viens d'évoquer n'aurait pas pu se faire en réalité. » Sauf qu'à la fin de la journée, une crèche m'appelle et elle me dit parce que des places de crèche, on n'en avait pas forcément, c'est pour ça qu'on avait pris ce congé parental, mais on peut cumuler et crèche et congé parental. Je l'ai découvert à ce moment-là. La crèche m'appelle et elle me dit « Finalement, si vous voulez, on a des places. » Elle m'a sauvé la vie. Je me rappelle le jour comme libérateur. J'ai dit ouf. Voilà, donc c'est une anecdote, c'est presque une journée qui a tout cristallisé. La journée de ta vie, incroyable. Une des volontés de Visionnaire, ça va être de vulgariser les modèles économiques autour des sociétés à impact. Je souhaite casser la croyance populaire que tous les entrepreneurs à impact sont des super-héros qui vivent de levée de fonds en levée de fonds et qui n'ont pas nécessairement l'intelligence économique qui fait que leurs entreprises durent. Ce n'est pas votre cas, ce n'est le cas d'aucun des invités de ce média. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment est structuré votre groupe d'entreprises, comment il sert les clients et quels sont dans les grands traits les modèles économiques ? Parce que dans l'industrie créative, je pense que, encore plus en France, on manque de discernement sur comment ça marche. Le plus inspiré est invité à prendre la parole. Je vais commencer, puis après je vais laisser la parole à Stéphane. Nous, notre groupe d'entreprise, il part de, comme je le disais tout à l'heure, on a commencé d'abord par, je dirais, l'artisanat associatif, le fanzina, et très vite on s'est structuré, on a créé une SARL qui est devenue Macma. Et c'était ça notre boîte pendant une vingtaine d'années. Donc ça, pour le coup, c'était simple. Mais pendant 20 ans, quand même, on a été capable d'alimenter cette boîte en commande, de payer nos intervenants, qui étaient donc soit des freelances, soit une salariée pour la compta. Mais en gros, on ne prenait pas de risque. Nous, on a vraiment fait la gestion à papa, quoi. Il y a de l'argent qui rentre, tu dépenses moins que ce qui rentre, et tu continues. Et donc, c'est ce qu'on a fait pendant une vingtaine d'années. Et ensuite, on a un peu ouvert les yeux autour de nous. On s'est dit, mais quand même, il y a plein de gens qui font plein de choses, qui montent des dossiers, qui vont à l'étranger, qui se font soutenir par la région, par l'État, par BPI, par machin. Là, on a commencé à fouiller dans plein de directions. Et c'est à ce moment-là aussi qu'on a commencé à s'étendre, à créer d'autres sociétés pour créer un écosystème qui allait s'auto-nourrir et qui allait aussi
utiliser cette tentacule pour aller chercher d'autres types de clients, puisque Macma, initialement, c'est un studio de création de BD ou d'adaptation. Et donc, nous, nos clients, c'est uniquement des éditeurs ou des maisons d'édition ou des plateformes d'édition numérique. Mais bref, on reste dans ce petit milieu. Et très fermé. Pour casser ces frontières-là, on a créé d'autres sociétés. On a créé Mot-Clé, qui est une agence de communication. Donc, Mot-Clé, c'est M-O-K-L-A-Y. C'est une agence de communication par le storytelling et c'est une agence également de personal branding pour les entrepreneurs, mais qui s'appuie sur la force de frappe de Macma au niveau créatif et au niveau graphique. Oui. Et on a créé Flibusque, qui est un producteur transmédia. Et là, je vais passer la parole à Stéphane pour qu'il explique tout ça et qu'il explique également comment tout ça le modèle économique. Voilà. Bah oui. Je dirais que le modèle économique, il se joue en 2 temps. Oui. Le premier repose sur le fait que, complètement dans la continuité de ce que vient d'évoquer Edmond, pourquoi est-ce qu'on n'a pas été chercher de l'argent des acteurs publics? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas cherché à faire la start-up? Tout simplement parce que, en tout cas, moi j'avais une conviction, c'était qu'on ne pouvait survivre que si on avait la preuve que ce qu'on vendait était vendable. Point. Pour moi, cette start-up, c'était du vent. J'ai pas envie de séduire des gens avec du vent qui me filent du fric et après, je vais leur être redevable, ils vont me foutre la pression. Non, écoute, je vais vendre des trucs à des gens et puis après, on verra ce qui se passe. Et c'est tout. Alors après, ça a duré un moment, mais en même temps, on était dans une mécanique qui grossissait tranquillement. Moi, j'avais bien conscience qu'on était en train de construire quelque chose de solide, qui était vendable. On peut largement faire des levées de fonds, d'ailleurs. On a un associé dans notre entreprise, on a déjà vendu des parts de notre boîte, mais on a vécu des phases d'accélération qu'on a pu accueillir, auxquelles on a pu répondre, parce qu'on était structuré pour ça, parce qu'on n'a pas fait du flanc pendant 20 ans. On s'est structuré pendant 20 ans, et toute cette histoire nous a permis d'organiser toute une mécanique. Hier, je parlais d'usine tout à l'heure, mais quand tu veux coordonner 300 personnes au temps réel, ça veut dire que tu bosses en télétravail. On est tous en télétravail. On a des bureaux, on a des bureaux qui ne servent à personne. D'ailleurs, on est prisonnier d'autres. Un peu. Un petit peu, mais on devrait les occuper plus d'ailleurs. Ça nous ferait plaisir de se voir plus souvent. Mais c'est un autre sujet. À votre discrétion. Notre modèle économique donc, est ultra simple. C'est on trouve un client, on lui vend un service, on trouve un prestataire pour réaliser ce service, et l'entreprise prend une marge au passage. Point. Très simple. Un modèle d'une banalité sans nom. Nous, ce modèle s'appuie aussi sur la gestion des droits d'auteur. C'est notre particularité. C'est qu'en fait, notre entreprise est diffuseur, au sens, il y a plusieurs sens légal du terme diffuseur, mais nous, c'est diffuseur au sens, je t'achète tes droits de propriété intellectuelle et tu m'autorises à les diffuser sous plein de formes différentes. Voilà. C'est ça notre modèle de fond. Même si on ne l'exploite pas tant que ça, sauf que, justement, c'est sur ce modèle que s'appuie Flibusque, dont tu parlais il y a 2 minutes. Flibusque, autre entreprise qu'on a créée, qui, elle, a à l'origine pour ambition de développer de l'IP. De l'IP sous toutes ses formes, à 360 degrés. Pour ça, je parlais de Bocast tout à l'heure, la plateforme transmédia qui sert à ça. Et donc, l'ambition de Flibusque, et donc sa façon de fonctionner, c'est de vendre des prestations de services à tous les acteurs, à toutes les organisations, mais qui vend les prestations en fait, qui complète ce qu'a dit Edmond par rapport à Mot-Clé et ce qui complète ce que fait Macma, qui apporte l'ingénierie organisationnelle transmédia. C'est-à-dire que s'il y a besoin de faire une BD, on va chercher Macma, on va chercher Mot-Clé pour construire pour une organisation, mais s'il y a besoin d'un dessin animé, s'il y a besoin d'un jeu vidéo, on fait comme n'importe quel producteur. On va chercher d'autres producteurs exécutifs. On a un producteur délégué, pour ceux qui connaissent un peu les termes, et on va chercher pour faire plus gros. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, un jour on fera du cinéma. L'objectif, c'est bien d'être en capacité de mettre à la disposition des organisations, quand je dis organisation, ça peut être n'importe quoi en réalité, des groupements de gens qui veulent porter un message qui a du sens, qui est fort, et qui sont prêts à payer pour ça. Voilà. C'est ça qu'on fait maintenant avec Flibusque et avec tout notre écosystème finalement. Merci pour cette vulgarisation. C'est là où je tenais particulièrement à recevoir Stéphane et Edmond. Je les ai découverts il y a un petit peu plus d'1 an, quand j'étais en start-up moi aussi à l'époque. Je porte la même vision qu'eux, dans le sens où, de mon humble avis, le marketing a trop longtemps été corpo et standardisé. Et je pense que l'avenir de la création de contenu, du marketing, de l'ensemble des leviers promotionnels est basé sur la créativité. Donc j'invite toutes les entreprises, les organisations, tous les dispositifs et les organisations publiques à considérer le fait que créer un univers qui porte leurs valeurs, leurs convictions, leurs produits, leurs services, donc un univers métaphorique, va être un énorme levier de
d'évangélisation quelque part de ce qu'ils proposent. Donc créez vos propres IP, déclinez-les en contenu, en vidéo YouTube, en jeux vidéo pour ceux qui ont des budgets beaucoup plus larges, pour vraiment aller toucher dans le cœur, dans l'émotion, dans l'imaginaire, le consommateur dès son plus jeune âge. Donc ça, c'est vraiment le message majeur que je veux vous faire passer au travers de cet épisode. Ça nous amène sur les questions signatures de médias et on dirait qu'elles ont été faites pour vous. Messieurs, si vous étiez un super-héros, lequel seriez-vous ? Le premier qui est prêt commence. Alors moi je suis prêt et je vais faire une petite explication parce que moi je ne serais pas un super-héros, je serais une série de X-Men. Ah, en gros, on adore. Quand j'ai vraiment appris à lire, notamment donc, avec L'Homme Araignée mais aussi avec les X-Men, c'est une influence capitale dans ma vie, notamment les X-Men de Chris Claremont et John Byrne et puis aussi de Marc Silvestri et Jim Lee. Quand j'étais gosse, moi je voulais être comme Cyclope, c'était le chef des X-Men. C'était un mec sérieux, droit, c'était un bon chef d'équipe et je m'identifiais beaucoup à lui. Ensuite je suis devenu ado et quand on est ado, on a envie d'être comme Serval. Moi je l'appelle Serval, je l'appelle pas Wolverine parce que Wolverine c'est un nom de fille. Je suis désolé mais okay. J'ai une petite sœur qui s'appelle Corinne, une autre petite sœur qui s'appelle Caroline. Si j'en avais une troisième, elle serait appelée Wolverine. Donc pour le coup, moi je l'appelle Serval. Ensuite, quand j'ai grandi un petit peu, j'ai voulu être Gambit. Gambit, c'était le séducteur. C'était le mec, le beau gosse qui baratine les nanas, tout ça. Je veux être Gambit. Sauf qu'en réalité, moi j'étais Deadpool. J'étais un déconneur et j'avais une gueule complètement ravagée par l'acné. Et moi je ne rêvais qu'une chose, c'est de mettre un masque pour qu'on ne voit pas ma gueule, comme Deadpool. Aujourd'hui, maintenant, j'ai un peu de recul et je me rends compte que mon vrai super pouvoir, finalement, c'est pas d'avoir un super pouvoir, c'est d'être capable de rassembler les gens autour de moi, d'avoir ma propre équipe de X-Men. Et donc, je me suis fait sa coiffure en son hommage. Je suis le professeur Xavier. Très bien, très bien, très bien. Et toi, Stéphane ? Pas mal, pas mal. Écoute, t'as demandé super-héros. J'ai envie de répondre un peu à côté. Moi, personnage de fiction, si tu le souhaites. Plutôt super-pouvoir. Et je pense que je cherche un super pouvoir qui a du sens et je crois que je l'ai trouvé. Et le super pouvoir que je veux avoir, c'est celui d'être capable, justement, de créer des histoires qui permettent à nos générations, les vieux là, qui sont sur le départ, j'exagère un petit peu, mais enfin, oui, par rapport aux jeunes qui nous poussent. Pense à vous. On a un peu un drama king dans la salle là. Non, mais on voit que les entreprises ont des grosses difficultés en ce moment avec l'accueil des jeunes générations. Gen Z, Alpha, tout ce que tu veux. Et le sujet que moi je porte en ce moment par rapport à la bande dessinée ou à ce qu'on fait avec le transmédia, c'est certes de dire aux entreprises, parlez donc avec de la BD, ce sera quand même plus agréable que de parler avec des pubs comme vous faisiez avant. Moi, le message que je porte, c'est on a une mission, nous. On a une vraie mission. Enfin, moi, je considère que j'ai vraiment une mission, c'est celle de transmettre. Mais j'ai peut-être pas le pouvoir de transmettre. Et la BD, les histoires, c'est un pouvoir pour transmettre. Et donc, on met ce pouvoir à la disposition des entreprises qui sont pas capables de communiquer avec les jeunes générations. Les jeunes générations, elles adorent lire des histoires sur leur téléphone, sous forme de carrousel ou de regarder des webtoons. C'est d'ailleurs pour ça qu'avec Flibusque, alors c'est un peu produit corporate, mais on a créé des story strips. Des bandes dessinées qui se lisent. On a vraiment créé, on a inventé un truc. Alors c'est idiot, hein, tout le monde pourrait dire bah ouais, moi aussi j'aurais pu l'inventer. C'est des petites histoires qui se lisent ou sous format horizontal, de 4-5 cases, pour passer un message simple et impactant sous forme de carrousel, ou les mêmes histoires sous forme verticale. On peut même les faire en diagonale si vous voulez, ou même sous forme de bande dessinée. On peut tout faire, c'est un truc. On peut les transformer en dessin animé, on peut en faire des sur la promotion, Stéphane. Mais mon vrai super pouvoir, celui que j'aurais toujours voulu avoir, c'est simplement de décider le super pouvoir que j'ai quand j'ai envie d'en avoir. Comment on l'appelle ce super-héros qui sait transmettre ? Celui qui sait transmettre ? Oui, celui que tu décris. Comme il n'existe pas, comment on l'appellerait ? Imagineerman ? Elle Imagineur. Très bien, merci. Deuxième question signature, si vous étiez un personnage historique, lequel seriez-vous ? Putain, je suis nul en histoire. Pas besoin de grandes argumentations, vraiment que le public puisse s'identifier et faire un petit raccourci dans sa tête pour se dire « Ah ouais, mais c'est le mec qui aurait voulu être ». Moi, je dirais Alexandre le Grand. Ok. Et toi, Stéphane ? Non. D'Artagnan, c'est un vrai personnage historique ? Oui. D'Artagnan. Tout à fait. Tu viendras avec ton épée la prochaine fois, s'il te plaît. Ok. Pour synthétiser tout ce qu'on s'est dit, ouvrir le champ des possibles en 1 minute chacun maximum, si tout était possible, sans limite de temps, d'argent ou de pouvoir, et que vous étiez immortel, qu'est-ce que vous feriez dans votre industrie ?
bah regarde, c'est exactement ce qui va m'arriver. Je considère que je suis immortel et j'ai pas prévu de mourir. Très bien. Et du coup, je vais pouvoir amasser plein d'argent. Donc on en reparle dans quelques décennies et là tu verras où en est mon empire. Où est-ce qu'on irait avec tout ça? On est déjà loin. Moi, si j'avais vraiment plein De d'argent et en fait, c'est un peu la boucle qui se boucle parce que l'objectif que j'ai moi avec l'ensemble de nos entreprises, c'est de gagner assez d'argent pour pouvoir produire les univers imaginaires qui me passionnent le plus et qui passeraient des messages que j'ai envie de transmettre au monde. Donc voilà, si j'avais plus d'argent tout de suite, Production. je mettrais en œuvre de la production de ce genre de projet beaucoup plus rapidement, tout simplement. Très bien. Ouais, moi je créerais aussi des histoires, mais pour vraiment réémerveiller, réenchanter le monde. Je trouve que le monde s'est perdu. Les gens ont oublié que, justement, on parlait de l'âme des enfants. Les enfants ont même plus le temps d'avoir une âme d'enfant. En fait, aujourd'hui, les enfants, ils ont à peine quelques mois qu'ils ont déjà un putain de téléphone dans la main et ils regardent des réseaux sociaux où les parents, croyant bien faire, leur filent une tablette et tiens mon petit, alors qu'en fait, ils fabriquent juste des abrutis. Donc, je voudrais réenchanter le monde. Et là, ça passe par tous les vecteurs. Moi, je fais pas, j'ai rien contre la télé, d'ailleurs. J'ai rien contre même. Mais ce que je veux dire, c'est que les histoires, c'est bien quand elles ont un sens et qu'elles font rêver les gens et qu'elles leur donnent, je dirais, les clés pour comprendre le monde et agir sur le monde. Donc voilà, moi, je veux donner aux gens les clés de leur propre véhicule corporel. C'est là où ce sera intéressant et je pense que je vous recontacterai dans quelques mois pour parler peut-être de créer une IP autour de Visioners. Yes. Créer des ça s'y prête personnages. complètement. À fond. Mais c'est vraiment le sujet qu'on évoque en creux, mais qu'on n'a pas vraiment verbalisé pour l'instant. C'est pourquoi est-ce qu'on fait des histoires C'est uniquement pour ça. C'est pour inspirer le monde. C'est un message éducatif avant tout. Chaque personnage a son histoire, ses vecteurs et ses leviers émotionnels pour tous les gens qui s'imprègnent de chaque univers. J'ai remarqué d'ailleurs que chez les entrepreneurs, chez les ingénieurs, chez tous les profils les plus intellectuels et hyper rationnels, paradoxalement, ils sont passionnés de science-fiction, d'univers très spécifiques. Et ils ont cette extrême maturité qui se ressource ou qui se contrebalance avec un retour dans la magie, dans la naïveté, dans une puissance vraiment fictive, quoi. N'oublions pas un truc. Je vais parler de trucs un peu sérieux maintenant. Allons-y. Mais les plus grands chercheurs de notre planète, les plus grands génies, c'est des gens qui ne font preuve que d'imagination. Oui. Pour pouvoir inventer des théories scientifiques que tu vérifies derrière, il faut se dire « Oh, et si l'univers c'était ça comment je fais pour vérifier maintenant ?» Exactement. Et c'est tout, hein. C'est pas l'inverse qui se fait. C'est pas tiens, j'ai posé une opération mathématique, du coup, tiens, l'univers est comme ça. Non, c'est l'inverse. J'avais cette discussion. Donc oui, il faut être complètement barré pour être un scientifique de génie. Et notre monde, très structuré et qui a été créé par tous ces gens très cartésiens, en fait, c'est créé par des univers et par des gens qui avaient simplement une vraie approche d'imagineur. Voilà. Tout à fait. Ce sera la plus belle des conclusions. Ça va être le moment où vous allez pouvoir demander une ressource, un soutien, un levier à notre audience. Qu'est-ce qui vous serait utile et profitable pour continuer à développer tout ce que vous développez ? Dans un premier temps, moi je dirais que nous, on est de toute façon ouverts à la discussion. Donc en gros, si vous avez n'importe quel projet qui nécessite l'intervention d'imagineurs, justement, que ce soit pour raconter des histoires, pour créer un univers, pour mettre en scène des personnages, les créer graphiquement, et articuler tout ça, pourquoi pas, sur différents supports comme la bande dessinée, le web novel, le serious game, le jeu de plateforme, le jeu de cartes, tout ce que vous voulez, en fait, tout ce qui permet de raconter des histoires et rassembler des gens, pourquoi pas autour d'une table ou autour d'une petite culture commune, on peut vous aider. On peut vous aider à d'abord vous écouter, ensuite on va co-créer avec vous l'IP, justement, dont vous avez besoin et dont le monde a besoin. Et ensuite, on verra où ça nous mène. Ouais, je peux compléter en donnant des exemples hyper simples, mais si vous êtes un acteur culturel, un musée, une ville, et que vous n'arrivez pas à intéresser le jeune public à ce qui se passe dans votre musée, en fait, il y a personne ne vient,
nous, on peut vous aider à parler à ces jeunes. On peut vous aider à leur parler sous forme de webtoon. Vous connaissez pas les webtoons? Ben voilà, c'est bien la preuve que vous avez besoin de nous. Vous voulez parler avec, vous voulez leur créer, vous voulez accueillir, vous voulez onboarder, c'est accueillir des gens dans votre entreprise, mais les intéresser à à la sécurité, typiquement dans les organisations. Tu vois, les grosses entreprises industrielles qui ont un vrai problème de formation, ils ont des bouquins qui sont gros comme ça pour former les jeunes générations qui arrivent. Mais personne ne lit leurs bouquins. Ouais. Vous voulez faire des bandes dessinées là-dessus? Mieux, un serious game pour pouvoir jouer en apprenant. Ah oui, parce que jouer en apprenant, c'est pas si idiot que ça. Eh bien, on peut le faire. C'est vraiment ce qu'on met en œuvre maintenant. On a réalisé des choses pour la PEC, par exemple, ou pour des villes, comme la ville de Soissons, donc avec des jeux en réalité augmentée, avec des serious games, avec des vraies histoires sous forme de webtoon, sous forme de bande dessinée, sous forme de manga. Vous avez évidemment besoin de nous parce qu'il n'y a que nous qui faisons ça. Tout à fait. Et nous avions collaboré brièvement, mais que vous soyez créateur de contenu, donc français, international, peu importe, donc entrepreneur dans le privé, institution publique, club sportif, ou tous les sujets que Edmond et Stéphane ont pu citer, contactez-les, ayez au moins le plaisir, la curiosité d'aller découvrir ce qu'ils pourraient vous proposer. Au début, on se dit « Ah, c'est pas dans mes moyens, c'est pas dans mon budget, on vous a cité des hauts montants », mais il y a des petits produits d'entrée de gamme qui vont vous différencier de vos concurrents, qui vont créer des univers qui marquent. Moi, j'ai des amis qui ont fait le jeu de cartes de Squeezie, qui ont fait les décors de Dune, qui ont fait des sound mastering pour des DJ mondialement connus. Et on se dit « Oh là là, c'est inaccessible », mais c'est pas si inaccessible que ça. Et peut-être que ce petit investissement, ce petit levier, qui sera très différenciant des autres, vous créera justement le meilleur effet de levier de l'histoire de votre entreprise. Donc voilà, je ne veux pas en faire des tonnes, mais moi j'y crois dur comme fer que la créativité sera le levier promotionnel de demain. Donc je vous invite à découvrir les entreprises, les profils de ces messieurs qui seront en commentaire de tous les supports qui vous seront proposés. Merci d'avoir partagé cet épisode à nos côtés. Eh ben merci à toi pour ton accueil. Très bonne journée et on se retrouve dans 15 jours pour un prochain épisode de Visioners. À bientôt. Cet épisode vous a été proposé par Brainologist, votre marque de compléments alimentaires pour la santé cérébrale, qui vous offre 20% de réduction avec le code Visioners.